Nous avons donc rejoint notre invité de la semaine. J'ai à mes côtés Laurent Balesta. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien. Alors, vous êtes auteur de plus d'une dizaine de livres, vous avez mené d'importantes expéditions à travers le monde. Finalement, d'où est née cette passion ? La curiosité du monde marin, liée d'abord d'ailleurs au film du commandant Cousteau. C'est assez banal finalement, je pense qu'on est des millions d'enfants qui ont eu ce même choc en regardant les aventures du célèbre commandant Cousteau. Et moi, c'était clair, dès le plus jeune âge, ce serait mon métier, quoi. Voilà, je serais explorateur sous-marin, etc. Je me souviens très bien le jour où le commandant Cousteau est mort. Je n'ai pas été triste parce que je ne le connaissais pas, mais je me souviens très bien m'être égoïstement dit « Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire ?» Voilà. Et donc vraiment, c'était ancré assez profondément, ce désir-là d'explorer, d'illustrer et de raconter. Voilà. Et ça demande de la science, ça demande une certaine aptitude au sport aussi, enfin voilà, à la performance, et aussi un travail artistique. Alors moi je suis comblé, quand il y a cette dimension scientifique, sportive et artistique, tout ça pour nourrir l'exploration sous-marine, je suis au comble. Vous avez beaucoup marqué l'histoire de la plongée et vous dites finalement que faire votre métier, c'est tout simplement raconter des histoires. On peut l'expliquer ? Oui, parce qu'après, si l'on parle à des collègues scientifiques, on les raconte d'une certaine façon. C'est de l'analyse de données, c'est des statistiques, etc. Et puis si on parle à des enfants, on leur raconte une aventure et des rencontres merveilleuses. Mais où est la différence ? Elle n'est pas si nette en fait, c'est souvent qu'une histoire de formulation. Et j'essaie au cours de nos expéditions de garder en tout cas cet éventail très large de façons de raconter les choses. De la plus rigoureuse et scientifique des façons jusqu'à la plus artistique et poétique. Voilà, c'est en tout cas comme ça que j'essaie de mener mes voyages, mes expéditions. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'on connaît par cœur la Méditerranée ? Où Et il y a non, on peut pas toujours le des dire. choses à découvrir, Oui, c'est ça ? C'est ça qui est fou, c'est qu'on ne peut pas le dire. Moi, ce que j'entends beaucoup trop, c'est quand on nous dit que la Méditerranée est une mer quasiment morte, polluée, dévastée par les plastiques, par les pollutions chimiques, par les nuisances sonores. Je ne suis pas en train de nier ça, bien sûr qu'elle est abîmée, mais c'est tellement évident qu'elle le soit. Il y a 3000 ans qu'il y a des hommes qui sont autour et qui, dans une certaine mesure, la maltraitent, ou la négligent en tout cas. Donc évidemment qu'elle est abîmée, mais ce n'est pas nouveau. Encore le commandant Cousteau nous le disait en 1972. Il nous disait la Méditerranée est morte en 1972. Eh bien, elle ne l'est pas. Elle est blessée, bien sûr, mais il y a encore des merveilles. Non seulement il y a de quoi se faire plaisir en Méditerranée, à se balader sous la surface de la Méditerranée, mais comble de la chose, il y a encore des choses à découvrir. Il y a encore des écosystèmes qui n'ont pas été bien explorés. Et je parle en particulier de cet écosystème de la zone crépusculaire, la zone mésophotique, là où il n'y a plus que 1% de la lumière du soleil. Donc ce n'est pas le noir des abysses, ce n'est pas les couches lumineuses de la surface, c'est cette zone intermédiaire, on va dire entre 60 mètres et 120 mètres de profondeur. Mais comment on explique qu'on n'a jamais exploité cette partie ? Parce qu'elle est difficile d'accès. Aller en plongée sous-marine au-delà de 60 mètres, ce n'est pas une démarche anodine. C'est compliqué, c'est risqué. Et donc il faut une volonté particulière, un savoir-faire particulier. Et il se trouve que la Méditerranée, c'est aussi le berceau de la plongée sous-marine en tant que discipline. Beaucoup de choses ont été inventées ici. Et c'est pour ça que j'ai à cœur, cette année 2019, de revenir en Méditerranée pour que ma prochaine expédition se passe ici, dans ces écosystèmes profonds, entre 60 et 120 mètres, là où l'on trouve ce que l'on pourrait appeler les récifs coralliens de la Méditerranée. Alors le terme exact, c'est des récifs coralligènes. Mais c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire c'est des roches bioconstruites. Ce sont des animaux qui construisent eux-mêmes leur substrat, des coraux, des algues calcaires, des éponges, des mollusques, des vers marins. Tout ça fabrique un substrat, fabrique de la roche. Et évidemment, après, cette roche accueille encore plus de faune et de flore. Et c'est des choses peu connues, parce que difficiles d'accès, qui sont extrêmement variées. Plus de 1600 espèces sur 1 mètre carré. C'est presque aussi riche qu'un récif tropical. C'est très très coloré, plus coloré qu'un récif corallien des tropiques. Et pour autant, la plupart des gens l'ignorent complètement.
on a les yeux rivés vers les tropiques, si ce n'est vers les astres et la planète Mars. Et là, juste devant nos plages, il y a encore des joyaux à illustrer, à étudier. C'est finalement un message que vous voulez passer. On peut prendre le message qu'on veut. Moi, je sais qu'il y a quelque chose à explorer. Il y a quelque chose à faire en Méditerranée. Et donc, ça fait un grand nombre d'années que j'essaie de réunir les moyens nécessaires, parce que forcément c'est compliqué, de 60 à 120 mètres. Je veux utiliser les moyens de la saturation, c'est-à-dire m'affranchir des paliers de décompression. Donc pour ça, ça veut dire qu'entre deux plongées, on doit vivre dans un caisson pressurisé. Et donc au mois de juillet, on va partir pour 28 jours à saturation, 28 jours sans sortir de notre caisson de 5 mètres carrés, nous serons 4 à vivre entre 60 et 120 mètres de profondeur et faire un petit voyage itinérant depuis Marseille jusqu'à Monaco et retour. Et au cours de cet itinéraire, on pourra sortir de notre module de saturation à notre guise, autant d'heures qu'on le souhaite, pour aller se balader dans ces profondeurs qui jusqu'à présent ne nous laissaient faire que des incursions très brèves pour des heures de décompression. Et est-ce qu'on peut appeler ça finalement une plongée en totale autonomie? Je sais que vous avez un rêve particulier, rester en totale autonomie pendant plusieurs heures et plusieurs jours peut-être. C'est un peu le paradoxe. Si tous mes camarades qui vont m'aider, s'ils m'entendaient dire que je vais être autonome alors que j'ai besoin de 25 personnes en surface pour m'aider, ce serait un peu malvenu et pas très sympa pour eux. Donc c'est de la plongée autonome dans le sens que chaque fois que l'on va sortir de notre module à grande profondeur, on sera libre, on sera relié à rien du tout. D'ailleurs, avec cette condition sine qua non qu'à la fin de notre exploration de 2, 3, 4 heures, il faut revenir à notre module de saturation parce qu'on ne peut pas remonter à la surface, c'est fini ça. Et donc c'est là qu'il y a une vraie autonomie, une vraie liberté, avec tous les dangers de cette liberté d'ailleurs. Mais ensuite, une fois qu'on est dans ce module, on est sous le contrôle absolu des gens de la surface qui nous fournissent les bons gaz à respirer, qui nous alimentent, qui nous font passer notre nourriture. Et tout ça pendant une durée de 28 jours, un cycle lunaire complet. Eh bien, écoutez, on vous souhaite en tout cas un franc succès. Espérons que tout marche et que, évidemment, Monaco Info vous suivra de près. Merci en tout cas, Laurent Balesta. C'était vraiment un bel éclairage pour Monaco Info. Quant à nous, nous nous quittons sur la météo. Très belle soirée à tous.